propose de reprendre nos travaux et nos échanges. Alors, on poursuit notre cheminement dans l'arsenal de sanctions à la disposition de l'administration. En matière d'arsenal et de sanctions, vous savez, quand les intérêts vitaux de la nation sont en danger, on peut passer à des mesures non conventionnelles, mais plus radicales. Je pense que les arrêts d'activité, les interdictions professionnelles font partie de ces mesures les plus radicales. Et on comprend d'ailleurs très bien qu'il soit possible pour l'administration de faire cesser immédiatement une situation qui met, en l'occurrence, les intérêts vitaux des salariés en jeu. Et gardons en tête effectivement qu'il y a de l'autre côté les intérêts effectivement de la poursuite de l'activité ou de l'entreprise, avec toujours le risque effectivement d'une cessation de l'activité et donc le risque aussi sur les emplois. On comprend que ces sanctions doivent être utilisées avec beaucoup de discernement. Est-ce que d'ailleurs on est toujours dans le domaine de sanctions ou est-ce qu'on n'est pas davantage dans la prévention? Je m'interroge. De la même façon, je trouve qu'en matière d'autres sanctions que sont par exemple l'exclusion des commandes publiques, sont par des entreprises qui relèvent de secteurs d'activité qui travaillent beaucoup avec la commande publique, finalement des déclarations de cessation d'activité aussi. Et donc ces sanctions, effectivement, même si elles ne sont pas forcément nombreuses, ont des enjeux associés qui sont considérables et posent beaucoup de questions. Je remercie pour nous aider à y répondre. Je vous remercie d'accueillir Laurent Gamay, professeur d'université, doyen de la faculté et directeur du laboratoire de droit privé de Paris-Est Créteil. Monsieur le professeur, mon cher Laurent, éclaire nos lanternes. Merci beaucoup, cher Gaspard, et je voudrais en premier lieu, bien sûr, remercier, et notamment le président Bernard Tessier, pour l'organisation de ce beau colloque où nous apprenons beaucoup et ces échanges sont très intéressants. Et avec le thème des sanctions financières, mais au-delà des sanctions financières, je vais m'en expliquer, le thème des interdictions professionnelles à l'initiative de l'administration du travail, ce qui nécessite d'abord de dire quelques mots de ce que l'on vise par l'interdiction professionnelle. L'interdiction professionnelle consiste en la défense partielle ou totale faite à une personne physique ou personne morale, d'exercer sa profession ou certains actes de sa profession. Cette interdiction professionnelle, elle peut être le fait du juge pénal, mais aussi de l'administration, et notamment de l'administration du travail. Par le juge pénal, l'interdiction professionnelle peut être prononcée à titre de peine complémentaire dans les cas prévus par la loi. Par exemple, les personnes physiques reconnues coupables d'une infraction de travail dissimulé encourent une peine complémentaire consistant en l'interdiction d'exercer une fonction, une profession, et la personne coupable, comme cela vient d'être dit, peut également être exclue des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans. Et des interdictions professionnelles voisines sont prévues dans la même hypothèse pour les personnes morales. Dans d'autres cas, et je n'en dirai pas plus, le juge pénal peut prononcer l'interdiction d'exercer diverses activités, telles l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre, l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle et plus généralement l'activité professionnelle dans laquelle l'infraction a été commise. L'interdiction professionnelle peut ainsi être le fait du juge pénal, mais l'interdiction professionnelle peut aussi être le fait de l'administration et, entre autres, nous y reviendrons, de l'administration du travail. En effet, afin de protéger l'ordre public et précisément la sécurité des travailleurs et la police du marché du travail, l'administration du travail a le pouvoir, directement ou indirectement, dans les cas prévus par la loi, de décider seule ou de solliciter du juge des interdictions professionnelles. À bien y regarder, l'administration recourt à des mesures de police administrative, tantôt préventives pour éviter un dommage ou pour prévenir une violation de la loi, tantôt répressives pour sanctionner une faute professionnelle. La distinction peut ainsi être faite entre l'interdiction professionnelle administrative à titre de mesure préventive et l'interdiction professionnelle administrative à titre de
sanctions. Commençons tout d'abord par l'interdiction professionnelle à titre de mesure préventive. Pour prévenir un dommage ou une violation de la loi, l'administration dispose de deux modes d'action. Soit elle agit directement en recourant à ses pouvoirs de police administrative spéciale, soit elle agit indirectement en saisissant le juge civil, comme une partie, aux fins qu'il ordonne une mesure de prévention. Voyons l'un puis l'autre. Concernant les pouvoirs de police administrative spéciale de l'administration du travail, on sait que la police administrative est une fonction de l'administration destinée à faire régner l'ordre public en imposant en amont aux membres de la société des restrictions à leur liberté publique pour assurer la discipline qu'exige la vie sociale. À cette fin, l'administration a notamment recours à des mesures de police administrative spéciales que sont les fermetures administratives. Le procédé est classique et notamment le Code de la sécurité intérieure prévoit dans diverses situations la possibilité d'une fermeture administrative d'une entreprise après la constatation par les autorités d'une ou plusieurs violations de la loi ou de troubles à l'ordre public. Eh bien, c'est à une mesure de police administrative spéciale, de même nature juridique, que l'administration du travail à laquelle peut recourir en décidant d'arrêt de travaux ou d'activité, comme le prévoit d'ailleurs l'article 13-2 de la Convention OIT numéro 81, qui a déjà été cité ce matin. S'agissant des arrêts de travaux, la loi est assez technique, mais je vais essayer de dire les choses le plus simplement. La loi prévoit que l'inspection du travail peut prendre toute mesure utile visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause. Mais la loi fixe certaines hypothèses, et c'est seulement dans ces hypothèses qu'il peut y avoir un arrêt de travaux. C'est en cas de risque de chute ou d'ensevelissement, quelle que soit l'activité. Deuxièmement, c'est en l'absence de dispositifs de protection visant à prévenir les risques d'exposition aux fibres d'amiante. Troisièmement, en cas d'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection, de composants de sécurité appropriés ou de dispositifs ou composants inopérants. Et enfin, en cas de risque résultant de l'environnement de lignes électriques aériennes ou souterraines et de risque de contact avec des pièces nues sous tension. Alors en pratique, ce sont près de 5000 arrêts de travaux qui sont ordonnés chaque année par l'inspection du travail, et le contentieux donne à voir de multiples exemples de recours à une telle mesure administrative. Et l'on notera que la possibilité d'arrêt temporaire de travaux a été étendue de manière très importante par l'ordonnance du 7 avril 2016, déjà citée au cours de nos travaux, bien au-delà des risques de chute de hauteur ou d'ensevelissement, jusqu'alors seulement visés par les textes. Il n'en demeure pas moins, vous l'aurez compris, que les situations dangereuses autorisant l'arrêt de travaux sont limitativement énumérées par la loi, et la question pourrait d'ailleurs se poser d'étendre la procédure d'arrêt temporaire de travaux à toute situation de danger grave et imminent pour la vie ou la santé des travailleurs, sans la restreindre à certains risques limitativement énumérés par la loi. L'arrêt de travaux est une décision certainement difficile à prendre pour l'inspection du travail, nous y reviendrons, inspection du travail qui demeure partagée entre le souci bien compris de protection des salariés d'une part, mais aussi les conséquences pour l'activité d'autre part, et c'est une balance de ces deux intérêts qui est bien sûr bien présente dans l'esprit de l'inspection du travail. Parce que l'inspection du travail mesure les effets économiques, mais aussi sociaux de sa décision, plus encore quand, directement ou indirectement, cet arrêt de travaux va se traduire par un arrêt complet de l'activité de l'entreprise, situation qui est inévitablement source de tension. Arrêt de travaux, on l'a vu, arrêt d'activité. Selon la loi, quand l'inspecteur du travail constate qu'un travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, CMR, ils ont été évoqués ce matin, et que ce travailleur se trouve dans une situation de danger avéré,
eh bien l'inspecteur du travail peut prononcer un arrêt temporaire d'activité après mise en demeure préalable de remédier à la situation. La situation dangereuse avérée qui est visée par les textes est constituée par deux éléments précisés par décret alternatifs. Le premier est le dépassement de valeurs limites d'exposition fixées par décret ou par le fait du défaut de l'insuffisance de mesures ou moyens de prévention. La procédure, nous pourrons y revenir, et nous y reviendrons dans le fil de mon propos, comporte deux étapes. J'essaie là aussi de simplifier. En premier lieu, immédiatement, l'agent de contrôle demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de 15 jours, un plan d'action contenant les mesures de prévention qu'il entend prendre, y compris les mesures conservatoires. En second lieu, au plus tard dans les 15 jours suivant la réception du plan, l'agent de contrôle met en demeure l'employeur de prendre les mesures correctives en fixant le délai d'exécution. Et c'est à défaut de réception du plan d'action, ou si, à l'issue du délai de la mise en demeure, l'agent de contrôle constate la persistance de la situation dangereuse, après avoir entendu l'employeur, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire d'activité. Concernant les arrêts de travaux et d'activité, il existe, vous avez fait mention à ce rapport tout à l'heure et je vous invite à le lire, il est très facile d'accès sur Internet, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales publié en 2025. Ce rapport apporte de précieuses indications sur la pratique de l'administration du travail. Et notamment, le rapport indique qu'en 2023, seulement 11 arrêts d'activité ont été décidés en France, bien moins que les 5000 arrêts de travaux déjà mentionnés. Et le rapport s'intéresse aux raisons d'un recours si tempéré à ce type de mesures administratives. L'une des principales raisons, lit-on dans le rapport de l'IGAS, l'une des principales raisons tient à la nécessité pour l'inspecteur du travail de mobiliser des connaissances et des compétences techniques, en particulier liées au risque CMR. Les arrêts d'activité sont vus par l'inspection comme plus complexes à mettre en œuvre que les arrêts de travaux, compte tenu de la difficulté aussi à caractériser la gravité du risque. Il y a donc un recours nécessaire à des compétences spécifiques dont ne dispose pas l'inspection du travail, et notamment, il est impératif d'avoir recours aux ingénieurs de prévention. Or, je l'ai découvert en lisant ce rapport, les ingénieurs de prévention de l'administration sont peu nombreux, ils sont seulement 70, dont certains à temps partiel pour toute la France. Également, la lourdeur de la procédure d'arrêt d'activité est évoquée pour expliquer le peu de recours à la mesure administrative. De sorte que, et on y a fait mention ce matin, l'inspection du travail menace davantage de recourir à la mesure qu'elle n'y recourt vraiment. Et dans le cadre des échanges entre l'administration du travail et l'employeur défaillant, la menace d'un arrêt d'activité, et le propos vaut pour l'arrêt de travaux, suffit souvent pour que l'employeur prenne les mesures correctrices attendues, rappelées dans une simple lettre d'observation, éventuellement doublée d'une demande de vérification. Arrêt de travaux, arrêt d'activité, quelles suites sont données par l'employeur ? Eh bien, de deux choses l'une, soit l'employeur s'exécute, soit il conteste la décision administrative. Dans la première hypothèse, quand l'employeur s'exécute, il convient de distinguer la procédure d'arrêt de travaux de celle d'arrêt d'activité. Concernant l'arrêt de travaux, la réglementation prévoit que l'employeur informe par écrit l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. Et de là, l'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, dit le texte, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. Et la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux est notifiée très rapidement, disent les textes, après la vérification d'urgence. Concernant l'arrêt d'activité, la reprise ne peut intervenir qu'après constatation, là encore à la demande de l'employeur, du caractère approprié des mesures mises en œuvre. En ce sens, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse. L'inspecteur du travail vérifie au plus tard, dans un délai de 8 jours, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse. Dans un cas comme dans l'autre, arrêt de travaux, arrêt d'activité,
C'est, je pense, une lourde responsabilité qui incombe à l'inspection du travail, alors que la sécurité des salariés est en jeu, et sans doute, d'ailleurs, la décision d'autoriser la reprise de travaux ou d'activités paraît plus difficile encore à prendre que celle de la faire cesser. Exécution ou contestation. L'alternative pour l'employeur est de contester la décision de l'administration s'il l'estime mal fondée, plus encore si les enjeux économiques sont très importants. Et dans l'affaire ArcelorMittal que nous évoquerons dans un instant, l'entreprise alléguait devant le tribunal administratif un préjudice économique de 400 millions d'euros pour 3 mois d'arrêt de l'activité. Si l'employeur conteste l'arrêt des travaux, comme l'ensemble des décisions jalonnant la procédure d'arrêt d'activité et les décisions de refus de reprise, il doit, l'employeur, depuis le 1er juillet 2016, non plus saisir le juge judiciaire, mais plus logiquement le juge administratif par la voie des référés. Le risque existe alors, comme l'avait écrit le professeur Bernard Tessier, que le juge s'abrite finalement derrière les explications de l'administration du travail, vu comme un sachant, nous venons de le dire, et que le juge fasse sien le principe de précaution. Cela arrive, mais pas toujours, comme l'illustrent certaines décisions, dont celle concernant l'entreprise ArcelorMittal, décision qui a créé un certain traumatisme, je crois, au sein de l'inspection du travail. Les faits ayant donné lieu à l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2023 qui a statué en référé se présentent de la façon suivante. À l'issue d'une visite de l'inspection du travail dans les locaux de l'acierie exploitée à Fos-sur-Mer, de graves irrégularités mettant en jeu la santé et la sécurité des personnels ont été relevées, nul le conteste. Après plusieurs échanges entre l'inspection du travail et la direction de l'entreprise a proposé la mise en œuvre successive de 2 plans d'action afin de remédier à ces constats. Mais l'inspectrice du travail a considéré que ces plans étaient insuffisants et a ordonné la fermeture immédiate du site de l'acierie et enjoint à la société de prendre diverses mesures de protection immédiate. La société ArcelorMittal a saisi le juge de Marseille d'un référé liberté et le juge de Marseille a ordonné la suspension de la décision de l'inspection du travail. Le juge des référés a en effet considéré que les mesures demandées par l'inspectrice avaient été prises en compte et que l'arrêt immédiat de l'acierie portait une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie. Il a dès lors ordonné la suspension de la décision de fermeture prise par l'inspection du travail. Pouvoir de police administrative spéciale, nous venons de les évoquer, saisine du juge civil par l'administration du travail. Le Code du travail permet à l'inspecteur du travail, en certaines hypothèses bien précises, là encore, de saisir le juge des référés pour mettre fin à une situation illicite. Et dans les cas limitativement fixés par la loi, l'inspecteur du travail peut recourir à la procédure civile de référé de droit commun devant le président du tribunal judiciaire, qui peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les situations éparses prévues par la loi peuvent être regroupées en 2 catégories. Les unes sont en rapport avec la sécurité au travail, les autres avec la police du marché du travail. Pour ce qui concerne la sécurité au travail, 2 types de référés assez proches coexistent. Le premier est dit, dans la langue des praticiens, référé santé et sécurité. En substance, si l'inspecteur du travail constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur, résultant de l'inobservation des dispositions en matière de santé et sécurité, dans un établissement ou sur un chantier du bâtiment, dit la loi, il peut saisir le juge des référés pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser ce danger. Il s'agit par exemple de la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, des machines, des dispositifs ou la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. La loi est ici moins restrictive que concernant l'arrêt de travaux ou d'activités. Il suffit d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur, résultant de l'inobservation de la loi ou du règlement, en matière de santé et de sécurité, sans être lié par des risques limitativement énumérés. Le second référé en matière de sécurité au travail est dit référé coordination sécurité et protection de la santé, qui s'applique principalement dans le cadre des rapports, des obligations incombant au maître d'ouvrage,
dans le cadre du bâtiment et génie civil. Je vous renvoie à la contribution écrite. Concernant la police du marché du travail, eh bien, deux situations, là encore, sont à distinguer. La première concerne le respect du repos dominical. En ce sens, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire pour ordonner toute mesure propre à faire cesser dans les établissements de vente de détail et de prestation de services aux consommateurs l'emploi illicite de salariés en infraction soit aux dispositions du Code du travail relatives à l'interdiction d'occuper du personnel salarié le dimanche, soit relatives aux dispositions particulières dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, et puis les dispositions spéciales dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La seconde situation en matière de police du marché du travail se rapporte au travail temporaire, puisque, après une mise en demeure restée infructueuse, l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour demander la fermeture provisoire jusqu'à 2 mois d'une entreprise de travail temporaire qui n'a pas procédé à la déclaration préalable obligatoire ou qui n'a pas obtenu la garantie financière exigée. Interdiction professionnelle à titre de mesure préventive. Voyons à présent l'interdiction professionnelle à titre de sanction. Il ne s'agit plus ici de prévenir une situation dangereuse ou de faire cesser une situation illicite, mais de sanctionner l'employeur d'une peine qui est une sanction professionnelle, nous retrouvons le sujet, qui va porter atteinte à la liberté d'entreprendre du contrevenant, va porter atteinte à son droit d'exercer librement son activité professionnelle. La sanction est ici prononcée par l'administration du travail et non le juge, vous l'aurez compris, ce qui perturbe au demeurant la division classique en matière de protection de l'ordre public d'une intervention en amont à titre préventif de l'administration et d'une sanction d'une violation de l'ordre public, en principe en aval, par le juge. Les situations sont à vrai dire peu nombreuses, mais elles existent et l'administration y a régulièrement recours. D'ailleurs, une difficulté pourrait alors naître du cumul possible d'une sanction professionnelle administrative et d'une sanction pénale prononcée par le juge pour les mêmes faits, eu égard au principe ne bis in idem déjà évoqué par Renaud Salomon. Commençons par un bref exposé des différentes sanctions professionnelles qui sont à la disposition de l'administration du travail. Là encore, deux situations peuvent être distinguées, les unes se rapportant au détachement temporaire par une entreprise non établie en France, les autres se rapportant au travail illégal. Concernant le détachement temporaire par une entreprise non établie en France, la loi prévoit la possibilité, d'une part, d'une suspension, d'autre part, d'une interdiction temporaire de la prestation de service. Je m'en explique. En premier lieu, si l'employeur qui détache temporairement des salariés en France commet des manquements graves relatifs à certaines règles du droit du travail, listées par le texte, ou s'il est constaté que l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des amendes administratives qui lui ont déjà été notifiées, l'inspection du travail peut, après avoir enjoint l'employeur de faire cesser cette situation, l'inspection du travail, ordonner la suspension de la réalisation de la prestation de service concernée pour une durée ne pouvant excéder 1 mois. Cette sanction est également applicable en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de présenter à l'inspection du travail les documents permettant de vérifier le respect des règles relatives au détachement ou lorsque les informations transmises sont délibérément erronées. Elle l'est aussi en cas de manquement du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage à son obligation de dépôt de déclaration dans les 48 heures du début des détachements. En second lieu, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui constate l'absence de paiement des sommes dues au titre d'une amende administrative, déjà prononcée, saisit par rapport motivé le DRETS, et celui-ci informe sans délai l'entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement, et en l'absence de régularisation, le DRETS peut ordonner, au regard de la gravité du manquement par décision motivée, l'interdiction de la prestation de service pour une durée, cette fois-ci, de 2 mois renouvelables, ce qui signifie très concrètement que la prestation ne peut débuter en l'absence de régularisation du manquement. Par ailleurs, sanctions professionnelles en cas de travail illégal, sanctions professionnelles que seront la fermeture administrative et l'exclusion des marchés publics.
En effet, en matière de travail illégal, 2 sanctions professionnelles administratives sont encourues, la fermeture administrative d'une durée maximale de 3 mois et l'exclusion des marchés publics pour une durée ne pouvant excéder 6 mois. La décision est celle du préfet et non de l'administration du travail, mais celle-ci intervient dans la procédure sans préjudice d'une éventuelle délégation. Le préfet tient compte de la nature, du nombre, de la durée, de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés, ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise. Nous retrouvons des choses déjà évoquées précédemment. La mise en œuvre de la fermeture administrative oblige l'administration au respect de certaines formalités destinées à garantir l'exercice des droits de la défense. Il appartient ainsi au préfet d'informer l'entreprise de son intention en lui précisant là où les mesures envisagées. L'entreprise est alors invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours et à l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles, le préfet peut décider la mise en exécution de la ou des sanctions appropriées. La mesure de fermeture provisoire peut aussi s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, de sorte qu'il lui est vraiment interdit de travailler. S'agissant enfin, et je serai assez rapide parce que le sujet est compliqué et je m'en tiens à ces arêtes les plus saillantes, s'agissant enfin de l'articulation des sanctions administratives et pénales. Les sanctions administratives pouvant être prononcées en matière de détachement international de salariés ne présentent pas de difficultés majeures quant à leur coordination avec les sanctions pénales. Pourquoi ? Parce que les manquements punis par une sanction professionnelle administrative n'entrent dans le champ d'aucune qualification pénale, de sorte que le cumul n'existe pas. En revanche, en matière de travail illégal, le cumul de sanctions administratives et pénales est possible. D'ailleurs même, selon les pouvoirs publics, selon la circulaire, il est écrit la complémentarité entre ces deux types de sanctions offre un outil particulièrement efficace de lutte contre le travail illégal, permettant un traitement rapide de la situation économique de l'entreprise contrevenante. Ce cumul est parfaitement assumé. Alors, l'articulation est parfois prévue par la loi. En ce sens, certaines dispositions de coordination des répressions administratives et pénales figurent dans le Code du travail. Ainsi, les mesures administratives, les sanctions professionnelles sont levées de plein droit en cas de classement sans suite d'ordonnance de non-lieu ou de décision de relax, mais il est toutefois peu probable que la sanction administrative soit toujours en vigueur, alors qu'elle est de brève durée, quand intervient la décision pénale, souvent dans un temps plus long. De même, la mesure d'exclusion des contrats administratifs est levée si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics, et la mesure de fermeture provisoire est levée si le juge ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture d'établissement. Également intéressant, la Chancellerie, dans une circulaire, souligne le risque qu'une enquête pénale en cours soit entravée par une sanction professionnelle, et tel pourrait être le cas lorsque la fermeture administrative d'un établissement est décidée, alors que la police réalise des écoutes téléphoniques ou s'apprête à réaliser une perquisition, ce qui impose à l'évidence, là encore, la coordination des services de l'État. Et d'ailleurs, à cette fin, il est prévu que les unités départementales de l'administration du travail doivent être attentives à transmettre au procureur de la République les noms des entreprises susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, et selon la loi, lorsque l'autorité administrative ordonne la fermeture d'un établissement ayant commis l'infraction, ayant servi à commettre l'infraction de travail illégal, elle en avise l'administration du travail, elle en avise sans délai le procureur de la République. Alors pour le reste, le cumul des poursuites et sanctions administratives et pénales doit être examiné sous le filtre du principe non bis in idem, et il est, ce principe, pour le législateur, à l'évidence, une perspective menaçante, je dirais, un spectre. En droit interne, l'article 368 du Code de procédure pénale dispose, je cite, « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente, ce qui fait écho au principe tel que connu sous la Rome antique, puisque les citoyens étaient protégés contre la reprise de poursuites pour des faits ayant déjà été jugés. Un même principe est également protégé par la Constitution et par les ordres juridiques européens et internationaux. Très rapidement tracé, je dirais que la Cour européenne des droits de l'homme interdit en principe qu'une personne puisse être poursuivie ou punie pour les mêmes faits par plusieurs autorités juridictionnelles ou non d'un même État,
Mais toutefois, comme Renaud Salomon l'a cité, dans un arrêt du 15 novembre 2016, elle a admis la possibilité d'un tel cumul dès lors que les procédures présentent un lien matériel et un lien temporel et sous réserve de ne pas aboutir à une sanction globale disproportionnée. Tout ceci mériterait l'examen, mais allons à l'essentiel. Également, dans des conditions voisines, la Cour de justice de l'Union européenne admet le cumul de sanctions au regard de l'article 50 de la Charte pour les mêmes faits. Et le Conseil constitutionnel s'inscrit dans une perspective compatible avec la jurisprudence des juges européens et a dû s'adapter d'ailleurs à la jurisprudence des juges européens. Depuis longtemps, le Conseil constitutionnel admet qu'une personne soit poursuivie et sanctionnée pour un même fait, à la fois dans le cadre de la répression pénale et dans le cadre de la répression administrative, mais sous la réserve suivante, qui est que le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Et dans une décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a apporté des tempéraments à ces décisions antérieures en fixant les conditions d'une censure du cumul des poursuites et sanctions administratives et pénales, étant précisé que la décision rendue ne fait nulle part mention du principe non bis in idem, mais de celui de la nécessité des peines et des délits et des peines. Précisément, dit le Conseil, le cumul des poursuites et sanctions est exclu lorsque 3 critères cumulatifs sont réunis: 1. Fait identique, 2. Finalité identique des répressions, 3. Sanctions de nature identique. Encore que de nature identique est entendu de façon spéciale. On remarquera qu'en matière fiscale, dans la décision Cahuzac, le Conseil constitutionnel retient que le principe des nécessités délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement des poursuites conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Et selon le Conseil, ce qui est intéressant, il n'y a pas des poursuites différentes administratives et pénales, mais des poursuites complémentaires, de sorte que le principe des délits et des peines ne serait pas méconnu. Concernant précisément le cumul de la répression administrative et pénale en droit du travail, le Conseil constitutionnel a été saisi et de la juger il a décidé qu'en matière d'emploi irrégulier d'un étranger. Il retient dans une décision du 30 mars 2017, je cite, que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distinctes. Resterait donc dans le débat le cumul de la répression administrative et de la répression pénale dans les autres hypothèses de travail illégal que sont les nôtres, mais on se perd en conjecture sur ce qui pourrait justifier qu'une autre solution soit retenue par le Conseil constitutionnel, de sorte que le principe non bis in idem a avant tout pour objectif d'assurer la sécurité juridique et non d'interdire en soi le cumul de répression, cantonné au demeurant aux atteintes les plus graves à l'ordre public, le législateur se sachant alors, malgré une jurisprudence mouvante et incertaine, à l'abri de la critique. Je vous remercie.